C'est une des plus belles œuvres de l'humanité. Elle a changé à tout jamais notre vision du monde. Aujourd'hui, on s'intéresse à la relativité. En ce moment, je suis immobile par rapport au sol terrestre, mais du point de vue du Soleil, je me déplace dans l'espace, en même temps que la Terre, à 100 000 km/h. Et par rapport au centre de la galaxie, je me déplace en fait à 800 000 km/h à cause du mouvement du système solaire dans la Voie lactée. 0 km/h, 100 000 km/h, 800 000 km/h, il se trouve que ces trois points de vue sont parfaitement valables. La mesure d'une vitesse est relative. Il existe trois théories de la relativité galiléenne, la relativité restreinte et la relativité générale. Ces théories permettent de changer de point de référence, de passer d'un point de vue à l'autre, de passer d'un référentiel à un autre. Par exemple, du référentiel de la Terre au référentiel du Soleil. Dans le référentiel de la Terre, je suis immobile. Dans le référentiel du Soleil, je vais à 100 000 km/h. On se rend compte, en faisant ça, que certaines propriétés restent valables peu importe le point de vue. Tout n'est pas relatif. On va trouver certaines grandeurs qui vont garder la même valeur, peu importe les conditions de mesure. Certains concepts sont absolus et ne dépendent pas du référentiel. Cette distinction entre relatif et absolu, c'est ce qui donne toute sa force à la théorie de la relativité. Une grandeur qui est évidemment relative, c'est la vitesse. Si je considère un bateau qui se déplace à 20 km/h par rapport au quai, si je suis immobile sur le bateau et que je regarde le mât, je vais dire que la vitesse du mât est nulle par rapport à moi. Mais si j'ai un ami qui est resté sur le quai, lui, il va mesurer une vitesse de 20 km/h pour le mât. On va pas être d'accord sur la vitesse. En apparence, il y a une contradiction, et on pourrait penser qu'une des deux personnes se trompe, soit moi, soit mon ami. Peut-être qu'il y en a un des deux, par exemple, qui va pouvoir appliquer certaines lois de la physique et pas l'autre. Eh bien, le principe de relativité consiste à dire qu'on a tous les deux raison, que nos deux points de vue sont tout aussi bien valables l'un que l'autre. On peut transformer mon observation pour la rendre compatible avec l'observation de mon ami. C'est ce qui fait que la vitesse est relative. Il faut toujours préciser la vitesse par rapport à quoi. Dans l'exemple, la vitesse du mât par rapport à mon ami ou par rapport à moi. Et la transformation qui permet de passer d'un point de vue à l'autre va consister à ajouter la vitesse du bateau à mes mesures. Si moi je mesure une vitesse nulle pour le mât, j'ajoute la vitesse du bateau, 20 km/h, et ça me donne la vitesse mesurée par mon ami. Si je lance un tonneau devant moi et que le tonneau roule à 5 km/h vers l'avant du bateau, moi qui suis resté fixe par rapport au bateau, je vais mesurer une vitesse du tonneau de 5 km/h. Et ce qui est génial, c'est que je peux savoir à l'avance ce que va mesurer mon ami depuis le quai. J'ai même pas besoin de lui demander, j'applique la transformation, j'ajoute les 20 km/h de la vitesse du bateau aux 5 km/h que je mesure, je trouve 25 km/h, et c'est effectivement la valeur que mon ami mesure depuis le quai. Ce que je viens de décrire là, on appelle ça la relativité galiléenne. Et le fait d'ajouter les 20 km/h, on appelle ça une transformation de Galilée. Donc on mesure toujours la vitesse d'un objet par rapport à quelque chose. Ici, la vitesse du tonneau par rapport au quai, 25 km/h, c'est la vitesse du tonneau par rapport au bateau, 5 km/h, plus, et c'est ce plus qui est important, plus les 20 km/h de la vitesse du bateau par rapport au quai. Ça paraît très raisonnable de faire cette somme, c'est plutôt logique. Pendant des siècles, on a pensé que c'était la bonne chose à faire, mais il se trouve que c'est faux. L'addition des vitesses ne marche pas, c'est pas comme ça que la nature fonctionne. Et il a fallu attendre le début du XXe siècle pour s'en rendre compte, il a fallu attendre l'avènement de la relativité restreinte.
Ce que remarque Galilée, c'est que si par exemple un mousse descend dans la cale du bateau pour voler une pomme, et que, content de lui, il lance la pomme en l'air pour la récupérer dans sa main avant de la croquer, eh ben le mouvement de la pomme, du point de vue du mousse, la trajectoire de la pomme, ne dépend pas de la vitesse du bateau. Le mouvement de la pomme est exactement le même que le bateau soit à l'arrêt ou en train d'avancer à vitesse constante. Le mousse est dans la cale, on suppose qu'il n'y a pas de fenêtre, il ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, et c'est un des principes les plus importants de la physique. Le mousse n'a aucun moyen de savoir si le bateau est à l'arrêt ou à vitesse constante. Et là, vous pourriez me faire une objection, vous pourriez me dire « Mais attends, on vient d'expliquer que la vitesse était relative, qu'il fallait toujours préciser la vitesse par rapport à quoi ? Donc quand on dit vitesse constante, on parle de quelle vitesse ? C'est la vitesse du bateau, mais par rapport à quoi ? Ça, c'est une remarque très profonde. La valeur de la vitesse est relative, elle dépend du point de référence, du référentiel. Le tonneau allait à 5 km/h pour moi et à 25 km/h pour mon ami, mais le fait que la vitesse soit constante, ça, c'est quelque chose d'absolu. Le tonneau, si je le laisse rouler à vitesse constante pour moi, à 5 km/h, eh ben, il va aussi être à vitesse constante pour mon ami qui est resté sur le quai. C'est pas la même valeur, moi je mesure 5, lui il mesure 25, mais le concept de vitesse constante est maintenu. Quand je dis à vitesse constante, ce que je dis en fait, c'est que la variation de la vitesse est nulle. Et la variation de la vitesse, on appelle ça l'accélération. Ce que je viens de dire en fait, c'est que la vitesse est relative, mais que l'accélération est absolue. Donc quand le mousse est dans la cale, s'il n'y a pas de fenêtre, il n'a aucun moyen de connaître la vitesse du bateau. On va en reparler un peu après. Ça, c'est Henri Poincaré qui l'a compris, et il a appelé ça le principe de relativité. Et maintenant, on le sait, c'est normal que le mousse n'ait pas d'information sur la vitesse. Il n'a pas d'information parce que la vitesse est relative. Pour le capitaine qui est resté sur le pont du bateau, le bateau n'avance pas. Le bateau n'avance pas par rapport à lui, le bateau reste sous ses pieds, donc 0 km/h. Et pour mon ami qui est resté sur le quai, le bateau avance à 20 km/h. 0 ou 20 ou 100 000 km/h par rapport au soleil, la vitesse du bateau est relative, on s'en fiche, elle n'a aucune influence sur la trajectoire de la pomme. Donc ça c'est pour la vitesse. Maintenant on peut parler de l'accélération. Si le capitaine voit une baleine au loin et pousse les moteurs pour la rattraper, le bateau va accélérer et le mousse va être projeté à l'arrière du bateau et la pomme va également être projetée en arrière. Et si, manque de chance, le bateau est pris dans un tourbillon et se met à tourner sur lui-même, le mousse et la pomme vont être projetés vers l'extérieur, comme dans un manège. Quand il y a une accélération ou une rotation, le mousse, peut-être qu'il voit rien parce qu'il n'y a pas de fenêtre, mais il sent bien qu'il se passe quelque chose. Il a un moyen physique de détecter l'accélération ou la rotation, mais on l'a dit, il n'a aucun moyen de détecter la vitesse. La vitesse est relative, l'accélération et la rotation sont absolues. C'est la même chose quand vous êtes dans un train, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous êtes assis confortablement dans un train qui est en gare à l'arrêt, et vous voyez le train qui est à côté de vous qui se met à reculer. Puis, vous voyez à travers la fenêtre que le quai, lui aussi, est en train de reculer. En fait, le train d'à côté n'a pas bougé, c'est vous, c'est votre train qui est en train d'avancer. L'accélération a été trop faible, vous l'avez pas ressenti, et la vitesse, peu importe sa valeur, vous pouvez pas la ressentir, c'est relatif, c'est ça le principe de relativité de Poincaré. Et du coup, vous pouvez même être de mauvaise foi et dire « Non, non, mon train n'a pas bougé, c'est bien l'autre train qui a reculé, avec le quai, avec la Terre, avec le système solaire, vous avez le droit, en relativité, de décrire le monde à partir de votre référentiel, à partir de votre train. La seule chose qu'on va exiger, c'est que votre train n'accélère pas et ne tourne pas. Et il n'y a pas besoin de préciser accélération par rapport à quoi. On l'a dit, l'accélération c'est absolu. Quand on a un objet solide comme le train qui ne subit pas d'accélération ou de rotation,
On appelle ça un référentiel galiléen. Dans un référentiel galiléen, vous ne ressentez aucune accélération et aucune rotation. Vous n'êtes pas projeté en arrière ou sur les côtés. Grâce à ce type bien particulier de référentiel, les physiciens adorent les référentiels galiléens, on va pouvoir décrire le mouvement des objets de manière simple, sans avoir à rajouter de forces centrifuges, de forces fictives. Petite parenthèse, là vous pourriez me faire une deuxième objection et me dire « mais le train, il est sur Terre, et la Terre, elle tourne, donc il y a bien une rotation. » Et vous auriez raison, mais ce qu'on fait, c'est qu'en pratique, on néglige cette rotation. Et on a le droit de faire ça parce que, regardez, là vous voyez la Terre tourner à vitesse réelle. Si, elle tourne là, en direct. Évidemment, c'est extrêmement lent. Si je fais une expérience qui dure 30 secondes, je peux totalement négliger l'effet de rotation de la Terre. Et donc le référentiel sera quasiment parfaitement galiléen. Il y a peut-être de très légères rotations ou de très légères accélérations, mais on ne va pas les ressentir. Par contre, si je fais une expérience qui dure 24 heures, par exemple observer un pendule de Foucault pendant 24 heures, là je ne peux plus négliger la rotation de la Terre. Donc l'approximation qu'on a le droit de faire dépend de la durée de l'expérience. Quand je dis qu'il n'y a pas d'accélération et pas de rotation, donc que le référentiel est galiléen, en fait c'est toujours une approximation. On est obligé de faire ça pour décrire le monde réel, c'est comme ça qu'on fait de la physique, je referme la parenthèse. Jusque-là tout va bien, jusqu'au 19e siècle, on applique la transformation de Galilée, la vitesse du tonneau par rapport au bateau, 5 km/h, plus la vitesse du bateau par rapport au quai, 20 km/h, ça donne bien 25 km/h, la vitesse du tonneau par rapport au quai. Grâce à cette transformation de Galilée et aux lois de Newton, on calcule les trajectoires des planètes, les trajectoires des pommes et des boulets de canon. On appelle ça la mécanique classique, et c'est une branche de la physique qui, a priori, fonctionne très bien avec la transformation de Galilée. Donc jusqu'ici, tout va bien, mais au 19e siècle, les ennuis arrivent. C'est à cette période, en effet, qu'on comprend que la lumière est une onde électromagnétique. La lumière subit des diffractions, elle forme des interférences, et ça ne s'explique que si la lumière est une onde. Quand vous recevez de la lumière visible, ou des infrarouges ou des ultraviolets, ce que vous recevez, c'est une onde. C'est une oscillation des champs électriques et magnétiques. Quand vous voyez quelque chose, votre œil détecte une onde électromagnétique. De la même manière, quand vous détectez un signal sonore, vous détectez en fait une oscillation des molécules d'air. Et au 19e siècle, le raisonnement est le suivant. Toutes les ondes de la nature se propagent grâce à un support. Le support des ondes sonores, c'est l'air. Le support des ondes sismiques, c'est le sol. Et donc, la question se pose, quel est le support des ondes électromagnétiques? Quel est le support des ondes lumineuses? Et ça peut pas être l'air, parce que la lumière se propage entre le Soleil et la Terre, et il n'y a pas d'air entre le Soleil et la Terre. Face à cette énigme, les scientifiques du 19e siècle ont inventé un concept, l'éther. Selon eux, il existe une substance qui est présente partout dans l'univers et qui permet au champ électromagnétique d'osciller, qui permet à la lumière de se propager. Les ondes sonores se propagent dans l'air, les ondes sismiques se propagent dans le sol, les ondes lumineuses se propagent dans l'éther. C'est une vision des choses qui colle très bien aux théories de Newton. Pour Newton, en effet, il y a un espace absolu, un référentiel plus important que les autres, un référentiel central et absolu, qui deviendra donc le référentiel de l'éther. Alors, premier problème avec ça, un problème d'ordre théorique. On a vu précédemment que la vitesse était relative. Si le référentiel de l'éther
est valable pour faire de la physique, alors n'importe quel autre référentiel qui se déplace à vitesse constante par rapport à l'éther devrait lui aussi être valable. C'est le principe de relativité de Poincaré. C'est l'exemple qu'on a donné avec le bateau, que le bateau avance ou non, tant que le bateau est à vitesse constante, le mousse va lancer la pomme en l'air et la pomme va retomber dans sa main. Donc vous pouvez imaginer plein de bateaux qui vont à des vitesses différentes, mais des vitesses constantes. À chacun de ces bateaux, on attache un référentiel. Et bien chacun de ces référentiels est valable pour faire de la physique. Chacun de ces référentiels va être un référentiel galiléen. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que l'éther serait fixe par rapport à un de ces référentiels et pas par rapport à un autre? Pourquoi est-ce que un de ces référentiels serait le référentiel absolu? Ça n'a pas beaucoup de sens. Ça, c'était déjà entrevu par Galilée, mais c'est Poincaré qui l'a énoncé clairement avec son principe de relativité. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre Poincaré en 1902 pour énoncer ce principe? Parce que c'est seulement au 19e siècle que deux expériences fondamentales vont venir semer le doute quant à l'existence de l'éther. En 1949, Hippolyte Fizeau envoie de la lumière sur un miroir situé 8 km plus loin. Et je rentre pas dans les détails, mais grâce à un système de roues dentées qui tourne plus ou moins vite, il va réussir à mesurer la durée de l'aller-retour. Et donc, il connaît la distance parcourue, il connaît la durée du trajet, il peut en déduire la vitesse. Il trouve une vitesse de la lumière de 315 000 km par seconde, sachant que la bonne valeur c'est 300 000 km par seconde. Franchement, pour l'époque, c'est vraiment très bien. Ce qui nous intéresse pour la relativité, c'est ce qu'il va faire l'année suivante. En 1850, il reprend son expérience et cette fois, il fait passer la lumière à travers des tuyaux remplis d'eau. Première observation, dans l'eau, la lumière se déplace moins vite que dans l'air. Dans l'air, c'est 300 000 km par seconde. Dans l'eau, c'est seulement 225 000 km par seconde. On a divisé la valeur par 1,33. Et ce nombre de 1,33, on appelle ça l'indice optique de l'eau. Ok, donc premier constat, la lumière va moins vite dans l'eau. Deuxième observation cruciale, Fizeau va séparer le rayon lumineux en deux trajets et il va faire circuler l'eau. L'eau va s'écouler dans les tuyaux. Un des deux trajets lumineux va aller dans le même sens que le courant. En bas, vous voyez, la lumière va vers la droite et l'eau circule aussi vers la droite. Mais l'autre trajet lumineux va aller dans le sens inverse du courant. En haut, la lumière va vers la droite, mais l'eau, cette fois-ci, elle circule vers la gauche. Fizeau fait interférer les deux rayons pour savoir s'il y en a un des deux qui est en avance sur l'autre. Les distances sont les mêmes, donc si on se rend compte qu'un des deux rayons lumineux est en avance, ça veut dire que la lumière est allée plus vite sur un des deux trajets. Ça veut dire que la lumière a été entraînée par le courant, elle a été aidée, un peu comme si vous couriez sur un tapis roulant dans les couloirs du métro. Donc la question qui se pose avec cette expérience, c'est est-ce que la lumière est affectée par le courant dans les tuyaux? Est-ce qu'il faut ajouter la vitesse de circulation de l'eau? Est-ce qu'il faut faire la somme des vitesses? On a dit que pour les scientifiques du 19e siècle, la lumière c'était une onde qui se déplaçait dans l'éther. Là, a priori, on a deux possibilités. Soit l'éther est un référentiel fixe, quelque chose d'absolu, qui ne bouge pas, peu importe qu'il y ait de l'eau qui circule, soit l'éther va être entraîné par l'eau. Cet entraînement, c'est comme si la substance de l'éther était entraînée par les molécules d'eau. Et donc si l'eau se déplace à une certaine vitesse, l'éther va suivre avec la même vitesse. Il va être emporté, il va être entraîné. Dans ce deuxième cas, si l'éther est entraîné par le courant, il va falloir prendre en compte la vitesse du courant, il va falloir faire une somme. La vitesse de la lumière qu'on va mesurer, la vitesse de la lumière par rapport au laboratoire, ça va être la vitesse de la lumière par rapport à l'eau,
plus la vitesse de l'eau par rapport au laboratoire. Bon, en fait, plus ou moins, suivant si le courant va dans le même sens ou pas. Pour bien comprendre ça, on peut faire une analogie. Si vous êtes dans les couloirs du métro, que vous voyez une rame arriver au loin, et que vous vous mettez à courir pour l'attraper, disons que vous courez à 20 km/h, si vous êtes sur un tapis roulant qui va dans le même sens que vous, à 5 km/h, eh ben, par rapport au mur du métro, vous avancez en fait à 25 km/h. Vous gagnez 5 km/h grâce au tapis roulant. Et si dans la confusion vous faites n'importe quoi, vous prenez un tapis roulant qui va dans le mauvais sens, ben là il faut faire la différence. Vous allez avancer à 15 km/h seulement par rapport au mur du métro. Dans les deux cas, vous êtes entraîné par le tapis roulant. Dans l'expérience de Fizeau, si l'éther est entraîné par le courant dans les tuyaux, la lumière va être entraînée également, et donc si le courant est dans le bon sens, elle va aller plus vite que prévu, comme si elle courait sur un tapis roulant. Dans ce cas, il faut ajouter les vitesses. Deuxième cas de figure, vous continuez à courir dans le métro, et là vous entendez la sonnerie qui annonce que les portes de la rame vont se fermer. Et désespéré, vous criez « Attendez-moi !» Bon, ça sert à rien, c'est trop tard, mais c'est intéressant du point de vue physique. Alors, sachant que vous êtes sur le tapis roulant, à quelle vitesse se déplace l'onde sonore de votre cri, à votre avis? La vitesse du son dans l'air, c'est 1220 km/h, et l'air n'est pas entraîné par le tapis roulant. Donc le fait que vous soyez en train de courir ou sur un tapis roulant, votre vitesse, la vitesse de la source sonore, n'a aucune importance. Ici, on ne fait aucune somme, on ne fait aucune soustraction. La vitesse du son par rapport au couloir du métro va toujours être de 1220 km/h, que vous soyez en train de courir ou pas. Dans l'expérience du métro, si l'air n'est pas entraîné par le tapis roulant, on ne fait pas de somme et pas de soustraction. Dans l'expérience de Fizeau, si l'éther n'est pas entraîné par le courant, on ne fait pas de somme et pas de soustraction. En gros, les deux possibilités sont les suivantes. Soit l'éther reste fixe, il n'est pas entraîné par l'eau, on ne fait pas de somme. La vitesse de la lumière est la même pour les deux trajets. Qu'il y ait de l'eau qui circule à contresens ou dans le même sens, l'éther s'en fiche, il ne bouge pas. Du coup, la vitesse est la même, il n'y a aucune différence entre les deux trajets. Soit l'éther est entraîné par l'eau, et alors cette fois-ci on fait la somme des vitesses, et il y a un des deux trajets qui va prendre moins de temps que l'autre. Fizeau met en place l'expérience, il fait ses mesures, et là, catastrophe, aucune des deux possibilités ne fonctionne. Alors, il y a bien une différence entre les deux trajets, donc la première possibilité est rejetée. L'éther ne se fiche pas que l'eau circule, ça l'affecte, mais ça l'affecte pas totalement. Il va pas à la même vitesse que l'eau, il va moins vite. Il est un peu entraîné par l'eau, mais pas à 100%. Et du coup, faire la somme des vitesses, ça ne marche pas non plus. La formule de la somme ne fonctionne pas, il va falloir utiliser une formule plus compliquée. Vous vous souvenez, je vous avais dit que ça allait poser des problèmes, cette somme, cette transformation de Galilée. Donc la deuxième possibilité est également rejetée. Tout se passe comme si l'éther était partiellement entraîné par l'eau. Si on fait l'hypothèse de l'existence de l'éther comme l'ont fait les scientifiques du 19e siècle, on a cet entraînement partiel qui est très bizarre et qui en plus dépend de la longueur d'onde. Si on envoie du rouge ou du bleu, l'éther n'est pas entraîné de la même manière. Ça c'est encore plus dérangeant, l'éther ne se déplace pas de la même manière suivant la couleur que vous envoyez. Et donc si vous envoyez plusieurs couleurs en même temps, qu'est-ce qui se passe? C'est pas très clair. Et c'est pas fini, parce que dans les années 1880, une nouvelle expérience va venir ajouter encore plus de confusion. L'idée à cette époque, c'est que la lumière est une oscillation de l'éther et que cet éther est le référentiel absolu de l'univers, un référentiel fixe
ou alors légèrement entraîné par la matière. Donc il faut imaginer une substance fixe ou quasiment fixe dans l'espace, à travers laquelle se déplacent les étoiles et les planètes. La question à 1 million de dollars qui se pose alors, c'est quel est le mouvement de notre planète par rapport à l'éther, par rapport à ce référentiel absolu? Pour répondre à ça, Michelson et Morley vont faire une expérience qui ressemble un peu à l'expérience de Fizeau. Eux aussi, ils vont séparer la lumière en 2 trajets. Cette fois-ci, il n'y a pas d'eau qui circule, la lumière se déplace dans l'air. Ce qui va distinguer les 2 trajets, c'est qu'ils vont être perpendiculaires l'un à l'autre. Par exemple, un des 2 trajets du point O vers le point A va se faire dans la direction nord-sud, et l'autre, du point O vers le point B, se fait dans la direction est-ouest. Si vous faites l'expérience loin de la Terre dans l'espace, en supposant que vous êtes fixe par rapport à l'éther, vous émettez de la lumière à partir du point O, les distances OA et OB sont les mêmes, la lumière va mettre autant de temps à parcourir chacun des 2 trajets, de O vers A ou de O vers B, il n'y a pas de différence entre les trajets OA et OB. Donc ça, c'est si on est fixe par rapport à l'éther. Maintenant, si vous faites ça sur Terre, notre planète, elle se déplace par rapport à l'éther. Par exemple, sur le schéma, elle va aller du haut vers le bas. Et ça va tout changer parce que sur le trajet OA, la lumière va vers le haut, en direction du point A, mais la Terre va vers le bas. Donc le récepteur A qui est accroché à la Terre, il va aussi vers le bas. Et donc il va à la rencontre de la lumière. Le trajet va donc durer moins longtemps. Si quelqu'un vient vers vous, et si en plus de ça vous allez vers lui, vous allez vous rencontrer plus tôt que si vous étiez resté immobile. Et donc dans cette disposition, le trajet OA prend moins de temps que le trajet OB. Bon, pour le calcul exact, il faut prendre en compte l'aller-retour, mais l'idée est là. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on a un éther qui est fixe dans l'espace, avec une planète qui se déplace par rapport à l'éther, alors on a forcément, à un moment dans l'année, un des 2 trajets de l'expérience, OA ou OB, qui dure moins longtemps. Michelson et Morley vont faire leur expérience de nombreuses fois, à différentes époques de l'année, dans différentes orientations. Ce sera repris par d'autres physiciens, et la conclusion sera toujours la même. Contrairement à ce qu'on attend, les 2 trajets sont toujours parcourus avec la même durée. La vitesse de la lumière n'a pas l'air de dépendre du mouvement de la Terre. Dans l'espace, la lumière va à 300 000 km par seconde, et sur Terre, malgré la vitesse de la Terre dans l'espace, la lumière va aussi à 300 000 km par seconde dans toutes les directions. Il ne faut pas ajouter la vitesse de la Terre, il ne faut pas retrancher la vitesse de la Terre. Et 300 000 km par seconde, ça, c'est par définition la vitesse de la lumière par rapport à l'éther. C'est la vitesse de l'onde. Donc si quoi qu'on fasse, sur Terre, on mesure également cette valeur de 300 000 km par seconde, ça veut dire que sur Terre, là, devant moi, ou devant vous dans votre salon, l'éther est fixe par rapport à nous. S'il était en mouvement, on mesurerait autre chose que 300 000 km par seconde. On verrait une différence entre les 2 trajets dans l'expérience de Michelson. Donc si l'éther existe, ça veut dire qu'il est totalement entraîné par la Terre. Il bouge exactement à la même vitesse que la Terre. Ça, c'est la conclusion de l'expérience de Michelson. L'éther est totalement entraîné par la Terre. Et vous vous souvenez, la conclusion de l'expérience de Fizeau, c'était que l'éther est partiellement entraîné par le milieu. Et là, la conclusion de l'expérience de Michelson, c'est qu'il est totalement entraîné. Il faudrait savoir, il ne peut pas être à la fois totalement entraîné et partiellement entraîné. À ce moment-là, on n'y comprend plus rien. En plus, l'éther, il est censé être à la fois très rigide pour que la vitesse de la lumière soit élevée, et à la fois très flexible pour ne pas freiner les planètes dans leur mouvement. Bref, ça commence à sentir le roussi pour le modèle de l'éther.
4 personnages importants vont permettre de résoudre le problème. En 1895, Lorentz va trouver une alternative à la transformation de Galilée. Il va montrer que sommer les vitesses, ce qu'on a fait au début pour le tonneau, 20 km/h plus 5 km/h, en fait ça ne fonctionne pas. On a l'impression que ça marche à basse vitesse, mais en fait c'est une approximation. Quand les vitesses augmentent, on se rend compte que ça ne fonctionne plus. Lorentz va donner la formule exacte, et ça va lui permettre d'expliquer les expériences de Fizeau et de Michelson. Donc la transformation de Galilée, la simple somme, on abandonne, et on remplace ça par la transformation de Lorentz. En 1902, on en a un peu parlé, Poincaré montre qu'il faut abandonner l'idée d'un espace absolu à la Newton, et il va énoncer le principe de relativité. Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels galiléens, dans tous les référentiels qui n'accélèrent pas et qui ne tournent pas. Mais malgré ces avancées, Lorentz et Poincaré vont continuer à penser que l'éther existe. Et c'est en 1905 qu'on passe un cap décisif avec un certain Albert Einstein. Il va montrer que l'hypothèse de l'éther est inutile. En relativité restreinte, on se débarrasse de l'éther. Et Einstein va retrouver la transformation de Lorentz en partant de 2 postulats, de 2 hypothèses. Le premier postulat, c'est le principe de relativité de Poincaré. La vitesse absolue n'a pas de sens, la vitesse c'est relatif. Il faut toujours préciser la vitesse par rapport à qui, par rapport à quel référentiel, et tous les référentiels galiléens se valent. Et deuxième postulat qui va beaucoup faire parler, la vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels galiléens. Ça c'est révolutionnaire, c'est totalement contre-intuitif. Par exemple, si un vaisseau spatial se déplace à 100 000 km par seconde, par rapport à la Terre, et que ce vaisseau émet de la lumière devant lui, la lumière va à 300 000 km par seconde par rapport au vaisseau, mais elle va aussi à 300 000 km par seconde par rapport à la Terre. Elle ne va pas à 400 000 km par seconde. Il ne faut pas faire la somme. Faire la somme, ce serait appliquer la transformation de Galilée, et cette transformation est fausse. Ce qui fonctionne, c'est la transformation de Lorentz. Enfin, 4e personnage important, en 1907, Minkowski va comprendre qu'une des conséquences de la relativité, c'est que l'espace et le temps sont entrelacés, ce qui mènera au concept d'espace-temps. Poincaré avait déjà entrevu cette idée d'espace-temps. Pendant longtemps, on n'a pas assez parlé de l'apport de Poincaré sur la relativité. Les choses ont changé, c'est bien parce qu'il a beaucoup contribué. Avec la relativité restreinte, on a une théorie, donc un cadre d'explication du monde, qui permet d'expliquer toutes les expériences dont on a parlé à partir de très peu d'hypothèses. Les hypothèses sont peu nombreuses, ça c'est bien, et en plus ce sont de belles hypothèses. Elles sont simples, il y a des idées de symétrie, elles sont contre-intuitives, ça c'est bien pour se remettre en question et affiner sa vision du monde. On élimine l'éther qui posait énormément de problèmes. Tous les résultats se combinent parfaitement dans un cadre mathématique clair. À ce moment-là, on a vraiment résolu une énigme de la nature. On était embourbé dans des explications incohérentes, tout était flou. Avec la relativité, tout devient clair. Et cerise sur le gâteau, on fait des prédictions à partir de la théorie et on va se rendre compte que ces prédictions sont systématiquement vérifiées par les expériences. Et donc on a toutes les raisons de faire confiance à ce que la théorie nous dit sur le monde. La relativité est une des plus belles œuvres de l'humanité. On en parlera dans de prochaines vidéos, il y a un certain nombre de prédictions qui choquent notre sens commun, à commencer par le fait que l'addition des vitesses ne fonctionne plus. On parlera aussi de contraction des longueurs, de dilatation du temps, du paradoxe des jumeaux, et je précise, dans tout ça, on ne parle pas de gravité. Ça c'est la relativité générale et c'est une toute autre histoire. Si vous voulez soutenir cette série sur la relativité, un financement participatif est ouvert pour nous aider à produire les vidéos. C'est le premier lien en description, un grand merci à tous ceux qui ont déjà participé. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. À bientôt pour de nouvelles aventures et que la science soit avec vous.